Alors bonjour à tous, merci d'être venus, d'être là avec nous aujourd'hui et de l'intérêt que vous portez à notre travail. Donc comme nous a dit Monsieur Moisset, qui nous a très bien présenté déjà, donc nous sommes étudiants à l'ENSAP, nous avons commencé à travailler sur ces projets en septembre et notre territoire d'études, c'est le vôtre, c'est ce territoire du SCOT de Haute-Gironde, donc Blaye Estuaire, et il est composé de la CCB et de la CCE. Donc nous avons regardé ce paysage par l'approche paysagère, et ce territoire surtout, pardon. Et toutes nos équipes d'étudiants ont travaillé en faisant des arpentages, merci, et des visites sur le terrain, et on a découvert vraiment le terrain en se promenant et en ayant des points de vue très différents. Donc ce travail nous a amené à faire des cartes paysagères, comme vous pouvez le voir derrière moi depuis tout à l'heure. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle notre analyse sensible du territoire et une approche sensible. Lors des arpentages, nous avons pu trouver tout ce qui fait les particularités, le caractère d'un territoire. Donc on trouve dans le territoire des motifs très différents où on note par exemple les ondulations du territoire, de ses collines, des groupements d'arbres, les grandes lignes aussi qui se représentent entre les plateaux, l'eau, cette continuité très intéressante. Et donc c'est ce qui fait la singularité de ce territoire. Donc après, chaque groupe a travaillé sur un thème lieu. Donc c'est un thème donné par rapport à un lieu donné. Et notre thème lieu correspond au paysage du quotidien. Donc on va vous parler des paysages du quotidien. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un paysage du quotidien? C'est celui qu'on voit tous en allant au travail, c'est celui qu'on voit depuis notre fenêtre, c'est celui qu'on ne regarde même plus tellement on y est confronté et qui nous semble presque routinier. Mais que s'ils venaient mais ils font la qualité de notre cadre de vie, et s'ils venaient à disparaître, on le remarquerait automatiquement. Donc par exemple, sur ce croquis qu'on a réalisé en s'arrêtant au bord de la route, on a trouvé pour nous un paysage tout à fait magnifique, intéressant, avec des aplats de vignes aux couleurs de l'automne, des arbres isolés, une perspective avec des bosquets d'arbres. Donc ce paysage d'une grande qualité, en fait notre démarche, elle vise à révéler ces paysages du quotidien, donc que vous vivez et que vous côtoyez au quotidien. Pourquoi on s'est intéressé à ces paysages du quotidien? Donc tout d'abord, c'est parti de notre arpentage, notre premier arpentage. On nous a dirigés. En fait, on a suivi les lieux dont on nous avait parlé à visiter en premier, donc comme Vauban, les ports, les carrelets. Et donc avec ces points d'arrivée, on a aussi étudié donc, des documents touristiques, des cartes postales, les documents du SCOT qui nous parlaient d'un paysage. Et tous ces paysages, en fait, ils se trouvaient sur la côte ouest du territoire, tous tournés vers l'estuaire. Donc c'est ce qu'on appelle les paysages remarquables, qui sont l'inverse des paysages du quotidien. Suite à ça, on a fait une cartographie donc non exhaustive de ces paysages auxquels on avait été confrontés, donc tous tournés vers l'estuaire. Et on a remarqué une grande partie au nord-est de ce territoire, à la frontière avec la Charente-Maritime, ce qu'on a appelé un blanc de la carte. Et nous, en tant que paysagistes, on a décidé d'aller découvrir ces paysages, et ces paysages qui sont finalement cachés en quelque sorte par les paysages remarquables. Du coup, pour arpenter ce blanc de la carte qui a été qui est caché par les paysages remarqués, on a décidé de faire un transect. Un transect, c'est une méthode paysagère qui consiste à faire un parcours linéaire. Donc on est parti de Bois-Renaud en Charente-Maritime, ce qui nous a permis d'avoir
qu'on était sur un point haut, ce qui nous a permis d'avoir une vue sur l'ensemble du territoire qu'on allait ensuite observer, pour aller jusqu'à Reignac Sud. Lors de ce transect, on est passé de point haut, donc des collines, qui nous permettaient d'avoir une vue et sur le territoire qu'on allait ensuite arpenter et celui qu'on venait d'arpenter, et on s'est aussi arrêté sur des points bas. À chaque arête, nous avons fait plusieurs croquis que nous avons par le suite Turquier et répertoriés en 3 grandes catégories. Ce groupement de motifs se retrouve dans les paysages de même typologie. Nos 3 catégories sont les structures verticales qui se dessinent grâce aux formes des cercles, les structures horizontales qui viennent se succéder et forment différents plans, et finalement les pop-up qui sont comme des ponctuations dans le paysage qui agissent comme des événements. Du coup, ça nous a permis de faire un bloc diagramme qui synthétise ces 3 motifs, donc les structures horizontales, les fameux pop-up et les structures verticales. Et ce bloc diagramme, il pourrait servir de clé d'identification pour les territoires qui ont la même typologie. Donc au-delà de ça, on s'est rendu compte que déjà au sein de notre groupe, on avait 4 perceptions bien différentes des paysages qu'on voyait, par exemple sur cette photo. Donc sur ce paysage, on a fait 3 dessins différents, dont un qui montre vraiment le relief du paysage qui tombe vers la gauche, et on a presque l'impression qu'il y a un trou au niveau de la forêt. Une avec les lignes des champs qui remarquent la profondeur sur ce territoire. Et le dernier qui forme un cadre avec les 2 masses boisées de chaque côté sur les arbres isolés au fond. Donc déjà, au sein de notre groupe, il y avait une grande diversité, et on a aussi remarqué une grande diversité au niveau des rencontres avec les habitants. Par exemple, avec la rencontre d'une mère et sa fille qui, en regardant à la médiathèque de Reignac des photos d'archives, la petite, elle a remarqué un moulin, et elle a dit que c'était un moulin qui était derrière chez sa tante, et la mère derrière nous faisait signe de tête en disant ne l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi. Et en fin de compte, en discutant 1 minute après, elle s'est vraiment rendue compte que ce moulin existait réellement, et donc la mère l'avait totalement oublié, tandis que la petite l'avait remarqué et nous l'a fait savoir. Ça montre bien que les témoignages des habitants et les perceptions sont très importantes pour avoir une diversité de perceptions et relever les qualités paysagères. Donc de là est née notre idée de méthode ethnographique paysagère donc ça serait une méthode qui viendrait en aide aux élus pour définir les objectifs de qualité paysagère qui sont demandés dans la Convention européenne du paysage, pour ensuite être inscrits dans les PLU, les documents d'urbanisme. Donc, comme l'a dit Manon, cette démarche ethnographique paysagère serait l'aboutissement en fait, de tout notre travail, et aurait été l'aboutissement de notre travail. Et parce qu'on pense vraiment que c'est en construisant une vision partagée des paysages du quotidien que ces perceptions pourront se recentrer et se rencontrer. Donc, au final, on voudrait juste créer simplement des ateliers où, en tant que paysagiste, on pourrait, des ateliers de partage et de réflexion, où on serait des médiateurs et entre les habitants de tout âge et des personnes d'un peu de tout horizon, si on peut dire. Et à la suite de ça, on voudrait faire des sorties tous ensemble et voir répertorier un peu ces différents points de vue. Et on voudrait créer un petit guide, un petit kit du paysage. Et dans ce kit, il y aurait notamment le petit guide du paysage où il y aurait plusieurs témoignages, des photographies et peut-être des herbiers ou tout ce qui aurait pu être créé à ces moments-là. Donc, il serait ensuite envoyé et distribué aux habitants parce que nous pensons que vraiment que le partage, ça crée la sensibilisation. Et donc, une fois qu'il aurait été envoyé,
Nous pensons que le fait d'interpeller en fait, crée des échanges et permet de révéler la valeur de ces paysages du quotidien. Donc pour résumer, réunir, valoriser, sensibiliser et valoriser le patrimoine culturel immatériel en impliquant les habitants du territoire dans la gestion et la gouvernance de ce territoire. Merci pour l'écoute. Bon, bonjour à tous. Avec mon groupe, on va vous présenter le travail qu'on a effectué sur notre forêt Fésibien. Donc, tout d'abord, on a procédé à plusieurs arpentages en lisière du massif forestier de la Double. Donc, dès le premier arpentage, on a été très intrigués et très surpris par l'aspect de la forêt. C'est-à-dire sur un chemin, sur 50 mètres de chemin, on a observé un enchaînement de micro-parcelles avec toutes des gestions tout aussi diverses les unes que les autres. Lors d'un second arpentage, on a décidé de sortir des sentiers et on est tombé nez à nez face à une coupe rase, très brutale. Et c'est la brutalité de cette coupe rase qui nous a fait prendre conscience de l'ampleur et de l'identité de la mosaïque forestière qui s'exerçait sur cette forêt et en fait également sur l'ensemble du territoire. Donc comme un trou dans une maille de tissu, c'est cette coupe rase qui a permis de mettre en évidence chaque fil qui constitue ces ensembles parcellaires. La lire du Fésibien, en lisière du massif forestier de la Double, est située entre trois grandes communes de l'arrière-baie du Blaye, Rignac, Gignac et Saugon. Localisée à la limite des paysages du marais de la Vernée, des Vénets du Blaye et en sein de la lisière de la Double. Ce lieu nous a ainsi paru pertinent. De plus, celui-ci est traversé par le réseau de Serpollet, affluent de la rivière des Martinets, présente une grande réserve de chasse, des terrains à vendre et enfin une grande diversité de gestion forestière sur un espace assez grand. Donc, comme l'a dit Tom, on a fait le choix du lieu de Fésibien car il représente bien la complexité de la lisière de la Double et qui permet d'illustrer la mosaïque. On va donc maintenant caractériser cette forêt sur le lieu-dit Fésibien pour mieux la comprendre. On a donc identifié 8 entités forestières. La première, c'est la pinède, où les clones de pins maritimes sont en rang de marche vers la productivité économique. La deuxième, c'est la parcelle, avec un panneau à vendre, écrit à la va-vite, où le proprio aurait dû ajouter désintérêt et oubli. Le troisième, c'est l'étang agricole, qui crée un deuxième ciel par le bas, où il est souvent caché par la canopée. Ensuite, on a la réserve de chasse, qui peuple la forêt d'hommes au gilet orange. Puis on a le boisement lumineux de bouleau qui montre la jeunesse de la forêt. Puis la pinède abandonnée, peuplée de grandes silhouettes noires, où on se sent plus perdu qu'on ne l'est vraiment. La lande qui devient un grand tapis orange quand vient l'automne. Et la coupe rase, la démonstration par l'absence, où règne une ambiance chaude de savane. Alors comme l'a dit Romain, après avoir arpenté cet espace forestier, on a relevé de grandes caractéristiques qui nous semblaient très importantes, notamment le fait que les frontières étaient très brutales entre tous ces milieux, que des pistes d'exploitation étaient déjà présentes, mais qu'il manquait cependant des chemins de déambulation, qu'une richesse paysagère était formée par l'ensemble davantage que par les éléments séparés, et enfin que la forêt était un théâtre d'activités économiques ou de loisirs avec lesquels il nous fallait composer. On s'est ainsi demandé comment on pouvait donc faire exister ces réalités de manière moins dramatique et davantage paysagère. Ainsi, après une longue réflexion, on a réussi à poser un terme qui est le concept de la forêt paysagère. Donc un concept qui nous permettrait de donner lieu à l'émergence d'expériences forestières aux modalités spécifiques, plaçant ainsi l'individu au cœur du paysage forestier. Nous souhaitons donc créer une forêt qui est vécue. Par les expériences qu'elle suscite, la forêt en effet est considérée par certaines personnes comme un refuge, un cocon, qui donc peut être un atout pour le bien-être de chacun.
Et donc cette forêt paysagère s'insérera dans le concept de la forêt mosaïque, observée sur le territoire et prendra la forme d'une forêt publique. L'objectif de tout cela est donc de montrer la mosaïque forestière davantage paysagère et moins dramatique. Cela se traduira donc par un accompagnement de chaque ensemble parcellaire sur le long terme. Il faut tout de même noter que les usages seront conservés, mais que cependant les gestions, elles, évolueront. Du coup, pour illustrer toutes nos intentions, on va reprendre l'exemple de la forêt Fésibien. Et avec quelques animations, on va vous immerger dans cette forêt paysagère et vous montrer qu'elle est en perpétuelle évolution. Si on prend l'exemple de la coupe rase, aujourd'hui en 2024, on peut voir que 40 ans après, cette coupe rase elle devient clairière. Elle offre un vrai cocon de chaleur entre des basements sombres. Traversée par une passerelle, on pourra donc survoler la dépression humide au milieu des graminées blonds et blancs qui créent une véritable ambiance de savane. Elle crée de nouveaux écosystèmes dans lesquels la lumière s'engouffre jusqu'au sol et des microclimats qui diversent par rapport aux forêts périphériques de par sa végétation. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'avant de devenir clairière, de nombreux paysages ont vu le jour et on observe une déambulation qui change au fur et à mesure du temps. On peut voir aussi l'aspect paysager qui ne cesse d'évoluer pour trouver au final un équilibre entre l'économie et l'écologie. Dans un second temps, je vais vous amener dans la ripisylve. Donc, on a trouvé que la mare artificielle était un lieu à haut potentiel. Donc, l'objectif est de recréer un méandre autour des cours d'eau du Serpollet, donc en implantant une peuplerie, également des plantes semi-aquatiques. Et donc, en fait, le but serait de créer un vrai puits de fraîcheur avec cette ouverture sur ce milieu humide et donc renforcer la mosaïque forestière avec ce site à la biodiversité très riche. Ces deux paysages qu'on vient de décrire ne sont qu'en deux moments d'un sentier qui traverse divers paysages. Tantôt, il suit la route, tantôt, il s'enfile dans les bois à la manière d'une piste de trappe. Il traverse donc l'ancien terrain à Vambre, qui est devenu un îlot d'avenir où sont plantées diverses espèces pour s'adapter au réchauffement climatique. Il traverse la ripisylve, un paysage où s'alternent le pin, lande et bouleau. Il traverse la fameuse clairière. Il traverse un paysage sans gestion, en libre évolution. Il traverse également diverses lisières qui lient, complexifient et adoucissent la mosaïque. Et il traverse un paysage de coupe rase où la gestion est différenciée. Putain. Comme vous le voyez ici, ce qui permet, tout en restant productif, d'ouvrir différentes vues au fil des années. Et à gauche, on voit le transect que le sentier traverse, où bouleau et lande s'alternent en une vingtaine d'années. Ce qu'on voit, c'est que le sentier accompagne l'évolution de la forêt et procure une expérience sans cesse renouvelée. Ce qui fait que si vous vous baladez avec votre enfant et que vous revenez une année plus tard, 5 ans plus tard ou 30 ans plus tard, à chaque fois, la forêt est différente, le paysage est différent. Et vous conclurez, ou alors que la forêt de la Double est dynamique et vivante, ou alors que les humains ils ont du mal à ne pas gérer la forêt. C'est pour ça que le centre de Fésibien est un îlot de libre évolution. Comme vous l'aurez compris, avec le principe de forêt paysagère et le travail donc, sur les lisières, les déambulations et le modelage sur les carreaux de la mosaïque, on vise à créer une magie paysagère qui ne cesserait d'évoluer et qui aurait pour but de se propager comme une tache d'huile, d'abord sur le massif de la Double et pourquoi pas sur le massif forestier entier. Et pour introduire le groupe suivant, j'aimerais finir par une citation de Tolkien qui dit « La magie n'opère que si l'on veut bien consentir à se laisser emporter par elle ». Merci. En un beau matin printanier, 4 aventuriers furent convoqués par Lord Scott, le seigneur des terres de Bly, qui leur dit ceci. « Valeureux enquêteurs, je vous remercie de m'honorer de votre présence en ce jour-ci. Je vais dès à présent vous conter la quête à laquelle vous avez été conviés. Il m'a depuis peu été confié qu'un trésor perdu à jamais, d'après des études récentes, serait non loin d'ici, enfoui dans la tente. Dans la forêt de la Double, il vous faudra parvenir à dénicher ce butin qui me fait frémir. Par ma grâce et ma protection, vous serez remerciés. À présent, allez et tâchez de me revenir entier. Les 4 aventuriers devraient donc arpenter cette forêt unique parsemée de 1000 paysages à l'aspect complexe et mystérieux. Ces 4 aventuriers sont Myrdak, le vieux magicien des contes et légendes, Lumber, l'archer chasseur de primes au talent de cartographe,
Sho, le clouk de la forêt gardien des écosystèmes, et Wa, la puissante guerrière et artiste venue de l'Est. Pour leur première escale, les 4 aventuriers s'arrêtèrent dans une sublime clairière, dans laquelle trônait jadis un chêne, désormais couché sur le sol. Thibaut, un esprit qui se trouvait là, décida de leur conter l'histoire du vieil arbre. Le chêne, solitaire au milieu de la clairière, avait succombé à la ruse des forêts environnantes qui, par le biais du vent, l'avaient fait chuter. Témoin de ce drame, l'esprit décida d'intervenir. Grâce à sa magie, il insuffla une nouvelle vie au vieux chêne. Désormais, le chêne déchu n'était plus seul. De son tronc, une force mystique était née. Était né un ensemble harmonieux d'arbres liés par une force mystique. Ces jeunes arbres grandissaient ensemble, formant une alliance indéfectible pour se protéger mutuellement. Ils servaient à présent de refuge à une myriade de créatures, des petits insectes aux oiseaux élégants, qui trouvèrent dans cet Éden une maison protégée. Écoutant attentivement cette saga, les aventuriers ressentirent le respect envers la nature qui transcendait les rivalités. Touchés par l'histoire de Thibaut, ils décidèrent de remercier l'esprit et de baptiser le lieu-dit le Petit Thibaut, en hommage à cet acte héroïque de régénération forestière. Maintenant que notre histoire vous a été contée, nous allons vous proposer de la poursuivre avec nous. Nous vous invitons donc, grâce à une démarche que nous avons imaginée en 3 temps, à donc continuer les péripéties de nos aventuriers. Dans un premier temps, nous souhaiterons regrouper plusieurs générations, des jeunes à l'imaginaire débordant, notamment on aurait pensé par exemple à des scolaires, et à des personnes plus âgées dont l'expérience paysagère pourrait nous permettre d'identifier plusieurs lieux comme le Petit Thibaut, à même de créer des légendes et de susciter tout un imaginaire, et ensuite pouvoir mener toute une démarche paysagère, et ça je vais te laisser en parler. Des randonnées seront organisées sur le site validé par les paysagistes. Ces activités favorisent les rencontres sociales entre les générations et avec les acteurs du paysage. Le fait de qualifier de lieux permet de les rendre précieux et uniques. Bien entendu, ces lieux visités n'ont pas eu de qualité paysagère tout seuls. Et c'est pourquoi la deuxième étape de notre projet, atelier si vous préférez, s'articule autour de la discussion avec les acteurs du paysage. Que ce soit des exploitants sylvicoles ou même des particuliers qui s'occupent de leur propre jardin, ils ont tous une place dans la table ronde que nous voudrions organiser. Cette table ronde nous permettrait de comprendre la manière dans laquelle les paysages sont transformés ou maintenus dans leur état actuel. Après ces discussions, l'objectif serait d'organiser un atelier de coécriture avec notamment les scolaires qui pourraient par la suite donner un livre qui pourrait être accessible par exemple dans les librairies, dans les écoles ou dans les mairies et qui pourrait répertorier toutes les légendes du territoire que nous aurions coécrit avec les scolaires. Utiliser ce médium permettrait de rendre la notion de paysage bien plus accessible à une plus grande population. Et en faisant une petite aparté, dans notre histoire que nous avons racontée au début, ce livre rendrait compte qu'il n'y a pas de réel trésor matériel à trouver, mais que le vrai trésor serait la richesse du territoire, qu'elle soit paysagère ou encore naturelle, et qu'elle pourrait permettre une certaine résilience écologique. Mais il n'y aurait pas seulement qu'un livre, et d'autres documents seraient aussi réalisés. Nous allons créer 3 livres annexes sur la faune, la flore et la faune. Nous y mettrons les animaux, plantes et champignons rencontrés sur place lors des randonnées. Chaque page sera écrite de manière romancée pour rester dans le style du projet. Donc, comme l'a dit Wang, tous les documents que nous allons créer, parce qu'il y a la flore, la faune et la faune, mais aussi, comme pour toute légende qui se veut, une grande carte pour compter nos péripéties. Donc cette grande carte que nous avons faite ici, comme ces 3 documents, va se compléter au fur et à mesure des péripéties, des ateliers, de la richesse découverte sur place. Donc cette carte va prendre deux formes. Il y aura bien sûr une forme disponible sur Internet pour tous, comme ça interactive, avec à chaque fois la particularité du lieu étudié. Ici, c'est le Petit Thibaut qu'on voit, dont on vous a parlé. Et bien sûr une autre forme avec par exemple sous forme de poster
dans les écoles, dans les bibliothèques, c'est-à-dire vraiment à l'attention du public visé. Et donc tout ça dans le but d'introduire une nouvelle réflexion paysagère grâce à la légende qui permet d'avoir un nouveau regard sur ces lieux que, comme les ont dit les autres groupes d'avant, un lieu des paysages que l'on croise tous les jours et avoir donc un nouveau regard dessus. Donc vous l'aurez compris, ce projet est en perpétuelle évolution. Donc à chaque nouveau lieu, une nouvelle légende. Et on se prend à rêver de se dire qu'une fois qu'on aura terminé les légendes de la forêt de la Double, on pourra commencer à écrire les légendes du marais de Braux et Saint-Louis, par exemple, ou les légendes des vignobles. Et donc de légender et créer donc une aventure mystique sur tout le territoire du Scott. Merci. Je vous propose qu'on prenne un petit moment d'échange à partir de ces 3 premières présentations. Évidemment, la parole est libre. Peut-être dans un premier temps des remarques et peut-être aussi des questions ou des suggestions, notamment sur la manière dont ces 3 travaux éventuellement résonnent avec des choses dans lesquelles vous êtes soit sensible, soit impliqué. Je me lance. Je ferai une remarque sur les travaux que vous avez faits. Ça permet de changer un peu de ce que l'on fait actuellement, parce que chaque fois c'est très carré, on voit la forêt, le sous-sol, les espèces, mais là vous amenez le rêve. Alors c'est intéressant, effectivement, on part dans une autre dimension, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. Hein. On peut voir la forêt avec, telle que vous les avez vues, avec vos yeux, et tels que nous, on les voit plus, hein, parce qu'on se promène et puis on se prend les pieds dans les ronces, on fait bon, on les voit pas de la même façon. Vous les avez vus avec une autre façon, avec un peu de légende, un peu de rêve, et ça, je trouve ça très bien. Voilà, c'est juste une petite remarque. Sébastien, je poursuis. Bon, j'ai trouvé le travail très intéressant. Alors en particulier le 3e groupe. Où je trouve que l'imaginaire et le projet est vraiment intéressant. Alors après, je suis parfois critique, mais c'est pour vous apporter aussi des choses. Chez les paysagistes et les jeunes paysagistes, souvent vous avez une vision très idyllique des choses. Parfois trop. Alors attention à ça. Et notamment sur le 2e groupe, alors moi j'ai un peu tiqué sur la coupe rase, où vous assimilez la coupe rase finalement comme quelque chose de normal. Et voire de positif. Donc, alors, je suis écologue de formation, donc moi ça me choque un petit peu. Donc attention, voilà, c'est à ces travers de bien être proche de la réalité. Et alors, pour tout vous dire aussi, dans mes équipes, j'ai 2 paysagistes, donc je commence à appréhender un peu le métier. Moi, ce que j'apprécie, c'est quand les paysagistes ont des notions techniques et maîtrisent d'autres thématiques comme l'écologie ou d'autres thématiques techniques. Voilà le petit écueil que je voulais soulever, mais à part ça, voilà, les 3 présentations étaient très intéressantes et gardaient quand même cet imaginaire et ce côté idyllique, même s'il faut confronter un peu la réalité parfois à côté. Moi, du coup, je suis paysagiste de formation aussi, j'ai fait l'école de Blois, juste pour resituer. Effectivement, le fait de repartir toujours des paysages du quotidien, le premier groupe a démarré là-dessus, c'est toujours très bien de redémarrer là-dessus. On ne fait jamais assez de reparler de ce qu'on a tout le temps sous les yeux, et c'est à ça que sert un paysagiste généralement. Ça va nous remettre sous le nez ce qu'on ne regarde plus ou qu'on regarde mal, à explorer les angles morts, donc c'est bien ça qu'on vous demande, c'est très bien. Merci beaucoup. Et se faire raconter le paysage, c'est, je pense, là où réside tout l'intérêt de ce métier, c'est de savoir raconter les histoires. Le 3e groupe vient illustrer, vient parfaire un peu le truc, quoi. Mais je pense que c'est un outil sur lequel, en tout cas, moi j'ai très envie de poursuivre ce travail-là, très inspirant, de nouveaux récits, de nouvelles fables, tout ça. Donc on en rediscute, Jean-François, mais on se fait une petite bouffe et on essaie de voir comment on peut rendre... Enfin, j'aimerais bien que ça arrive, qu'on le fasse vraiment. Et
au tiers-lieu, je pense que c'est un endroit qui s'y prête, d'éducation populaire. Je pense que le côté technocratique qu'on peut reprocher à l'approche paysagère quand elle vient d'en haut, là, c'est un très très bon outil pour repartir du bas. Voilà, un outil pratique, concret, agréable, désirable, tout bien. Il faudra juste veiller à ne pas raconter des histoires qui viennent consacrer des trucs qu'on a envie de voir disparaître. Voilà. Bon. Et pour raconter des trucs qu'on a envie de voir disparaître, notamment, je vous invite à, comme vous êtes encore étudiant, vous avez le droit de dire des trucs que nous, on ne s'autorise pas à dire. Et notamment, ne plus mettre en balance ou en opposition l'économie et l'écologie. Je vous invite à changer de paradigme et à considérer que demain, on aura une économie qui sera écologique. Ce serait chouette. Déjà, je tenais à vous remercier pour vos trois présentations. Il y en a deux qui sont assez proches, tout du moins sur la thématique un peu mystique, un peu conte et légende. Et il y a une première, du coup je vais m'intéresser d'abord à la première et ensuite revenir sur les deux autres. La première est vraiment intéressante parce que effectivement les paysages du quotidien, c'est ce qui fait la qualité du cadre de vie. Et notamment les comités de communes, ont pu interroger la population sur les choses importantes dans les démarches de planification de l'urbanisme qu'elle lançait, le cadre de vie est apparu en premier lieu. C'est-à-dire que les gens avaient la position suivante, c'est de dire, moi je partirais du territoire si demain je n'avais pas la qualité du cadre de vie que j'ai aujourd'hui. Si on développait trop l'urbanisation ou trop l'industrie et qu'on cassait des paysages qui font la qualité de ce territoire, je partirais. Et donc je trouve ça intéressant parce que souvent notamment pour les gens qui habitent sur ce territoire depuis de nombreuses années, c'est des paysages qu'on ne voit plus. Les paysages de coteaux, les paysages de lisières forestières, les paysages de marais. Finalement, on y passe tellement souvent que pour nous, c'est ce qu'on appelle habituellement un paysage banal. Mais finalement, c'est pas si banal que ça, parce que derrière, il faut savoir que sur le territoire, 30% de la biodiversité en région Nouvelle-Aquitaine se retrouve en Haute-Gironde. Tout simplement parce qu'il y a une mosaïque de ces paysages. Ça veut dire que c'est un territoire qui est énormément riche d'un point de vue écologique. Sauf que c'est des petites bêtes, sauf que c'est des zones humides et on ne les voit pas toujours. Et donc c'est toujours important, par ce type de présentation, alors c'est dommage qu'ils ne soient pas aussi nombreux qu'on l'aurait souhaité, mais de montrer aux élus, ou tout simplement aux habitants du territoire, que leur territoire est vraiment de qualité et qu'il faut le préserver. Et que ça doit être le fondement de leur projet. Et après, et bien sûr, alors je reviens sur ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, le SCOT, dans le SCOT, on a une approche par nature très transversale et très écosystémique. C'est-à-dire qu'on ne raisonne pas uniquement d'un côté environnement, habitat, économie, risque, on raisonne tout en même temps. Et donc c'est important de faire des passerelles, et dans le milieu professionnel, on vous demandera certainement d'être paysagiste, mais aussi d'avoir des notions en urbanisme, des notions en écologie dont on parlait tout à l'heure, des notions dans d'autres domaines, et c'est important d'avoir cette approche très transversale. Sur la première présentation, du coup, je trouve intéressant le sujet et la manière dont ça a été déroulé. Après, je trouve que votre présentation a été vraiment centrée sur des outils techniques, même si la dernière partie était plus sur des présentations de solutions, d'actions à mener. C'était vraiment axé sur les outils techniques paysagistes avec les transects, des choses comme ça. Je ne sais pas quel était l'objectif de la présentation, mais finalement pour les élus, la technicité des choses, c'est peut-être pas ce qui les intéresse en premier. Si vous faites une présentation par exemple devant un parterre d'élus et de collectivités, ça va être plutôt les objectifs poursuivis, la manière dont vous souhaitez mettre en place les solutions que vous envisagez, et pas obligatoirement savoir qu'un transect, ça permet d'appréhender d'un point de vue technique le paysage dans telle ou telle dimension, quoi. Voilà. Mais dans l'ensemble, c'était intéressant ce premier groupe par rapport notamment au le fait de voir le paysage
à l'envers en fait. Pas obligatoirement ce qui est le plus visible, mais ce qui est le moins visible en fait. Ensuite, sur les deux autres groupes, c'est toujours aussi intéressant, comme on avait pu l'avoir l'année dernière, d'avoir une approche un peu différente. Typiquement, ces deux présentations, c'est des choses qu'on pourrait très bien aussi reprendre dans des actions de développement touristique en direction des jeunes publics ou des publics familles pour valoriser le territoire. C'est déjà des choses qui se font sur le territoire, mais ce genre de récit sur une forêt mystique ou sur des légendes arborées, on va dire, ça peut être vraiment intéressant à développer pour sensibiliser sur des enjeux plus globaux, plus généraux sur le paysage. Ouais. Simplement pour justifier, nous, c'était pas un sujet super facile à expliquer, du coup on a vraiment fait tout le déroulé pour que tout le monde comprenne bien comment on en est arrivé là, pour le transect. Mais c'est vrai que peut-être qu'on a été un peu trop scolaire. Technoscolaire. Non, C'était juste pour revenir sur la coupe rase. Je pense qu'on a été maladroit parce qu'on avait un temps réduit. On n'a pas pu assez développer dessus, mais justement, ça a été maladroit et on ne veut pas du tout rendre cette chose-là, la glorifier ou quoi. Mais justement, notre projet, c'est d'adoucir ces brutalités qui accompagnent la forêt mosaïque. Et donc, en restant réel, on ne peut pas la supprimer, la coupe rase. Et notre projet, c'était aussi de se dire comment l'adoucir et comment faire en sorte que quand les gens y passent à cet endroit-là, ce soit moins brutal. Donc, notre projet, c'était oui, on essaie de semer entre-temps, on couvre le sol, on essaie d'adoucir les lisières. Et donc, oui, ça a été mal dit. En aucun cas, on voulait glorifier c'est en général adoucir cette forêt et toutes les gestions qui s'y trouvent. Juste rapidement, j'avais bien compris, hein, mais on parlait de transversalité, de maîtriser les thématiques parallèles. Et en sylviculture, notamment, il existe d'autres méthodes que la coupe rase. Là, on est sur de la futaie régulière avec ses travers et les coupes rases. Il est possible de faire autrement. Donc, vous auriez pu partir, par exemple, sur ces autres méthodes et décrire une gestion sylvicole autre que les coupes rases qui restent assez brutales écologiquement. Mais tout ça, ça s'apprend et vous l'apprendrez avec le temps. Je partage l'avis de mon voisin. Effectivement, vous nous avez présenté effectivement les paysages un peu de rêve, et ça contraste avec mon ressenti personnel en tant que viticulteur retraité. Je suis au contraire dans la désolation, et quelquefois je regrette de ne pas avoir pris suffisamment de photos il y a 10-15 ans, parce que nos vignobles étaient travaillés comme des jardins, et puis là on assiste à une dégradation paysagère. Voilà, je suis très inquiet, un peu pessimiste sur l'avenir de ces zones viticoles. Prochaine poule.